C'est la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Ça y est, objectif atteint, c'est la fête à Chicago, tout le monde défile dans les rues. Arturas Karnišovas a failli nous faire une patte bève en sautant sur la table de marque et en balançant son maillot et en chialant tout ce qu'il pouvait. On est 9ème, et on va recevoir Atlanta pour le match du play-in mercredi soir. Extraordinaire. Là, on prépare les fêtes, il va y avoir la bannière bientôt. Non, je déconne évidemment. Mais c'est fait, il ne fallait pas grand chose parce que Atlanta a rendu cette course à la 9ème place absolument épique, puisqu'ils ont gagné rien du tout, ils ont gagné aucun match, donc du coup on n'avait que nous à en gagner un seul, c'est ce qu'on disait dans la dernière vidéo. À ce moment-là, il nous restait 3 matchs pour Atlanta, 3 matchs pour Chicago. Et comme on avait le tiebreaker et une victoire d'avance, si Atlanta en perdait un de plus, il suffisait aux Bulls de gagner un match sur un déplacement à Détroit, un déplacement à Washington et un déplacement à New York pour être assuré d'être 9ème. Donc, mercredi soir, à domicile contre Charlotte, les Hawks ont perdu ce match-là. Et du coup, il suffisait aux Bulls le lendemain à Détroit de l'emporter pour être sûr et certain d'être 9ème et de plus bouger. Sachant, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, que c'est une place qu'on occupe depuis le 8 janvier, qu'on n'a pas bougé de la 9ème place depuis le 8 janvier, donc depuis plus de 3 mois quand même. Et c'est ce que les Bulls sont donc allés faire sur le parquet des Pistons, où il aura quand même fallu malgré tout attendre la deuxième mi-temps pour vraiment creuser l'écart, parce que dans la première mi-temps, on a surtout échangé des 3 points dans tous les sens. Les deux équipes avaient pas mal d'adresses extérieures. Il y a eu quelques bonnes séquences défensives par-ci par-là, des interceptions qui ont mené des contre-attaques, notamment dans le deuxième quart-temps. Mais enfin, il y a eu aussi beaucoup d'autres moments où Jaden Ivey et Jalen Duren ont eu beaucoup trop de facilité à accéder au cercle, on les a un peu laissé faire ce qu'ils voulaient. Après, c'est deux joueurs extrêmement talentueux qui vont très très vite, qui ont des grosses qualités athlétiques. Personnellement, c'est deux joueurs que j'aime beaucoup chez les Pistons et qui ont un futur extrêmement intéressant. Mais voilà, on les a un petit peu laissé faire ce qu'ils voulaient en première mi-temps. Et ouais, bref, c'est vraiment dans le troisième quart-temps qu'on a vraiment passé la seconde, notamment grâce à un DeMar DeRozan omniprésent qui a inscrit 18 de ses 39 points dans ce seul troisième quart-temps, où on va prendre une vingtaine de points d'avance et ensuite il n'y a plus qu'à gérer dans le quatrième. Donc on va pas revenir sur ce match-là en termes de tactique, etc. On l'a gagné de plus de 20 points. Et dans le quatrième quart-temps, tu te dis justement, on a une avance incroyable. On est assuré maintenant de la 9ème place parce que la victoire, il n'y a plus que quelques minutes à attendre. Fais tourner, repose les types, des Rosanne, les Kobe White, les Torrey Craig qui est encore blessé. Sors-les. Non, c'est impressionnant comment Billy Donovan gère ce truc. À un moment, on menait 123 à 95, donc 28 points d'avance. Il restait à peu près 3 minutes 30, 4 minutes. Et il a encore attendu plus d'une minute 30 avant de sortir ses titulaires. Il y avait encore Kobe White sur le parquet, il y avait encore Caruso. Putain, mais c'est extraordinaire ça. C'est extraordinaire. Non, il a attendu 2 minutes 19 avant la fin pour enfin sortir tout le monde. Et alors que c'était plié depuis longtemps, quoi. Les Pistons, même, ils n'avaient même pas envie de revenir, les Pistons. Je veux dire, à un moment, je sais pas, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Moi, cette gestion, elle me rend fou. Elle me rend fou, mais le lendemain à Washington contre les Wizards, on a vu des trucs tout aussi débiles. Et, non, franchement, le lendemain à Washington, match sans enjeu. Washington, avant-dernier de la ligue, avant-dernier à l'Est en tout cas. Les Bulls seraient certains d'être 9ème, zéro enjeu. Zéro. Et les Wizards, il leur manque la moitié de l'équipe. Jordan Poole, Kuzma, etc. Il n'y a que Avdija. Voilà. Et après le reste, je ne sais pas trop qui c'est. Jared Butler qui avait fait un gros match face à nous quand il nous avait battus il y a 2-3 semaines. Mais bref, on repose Demar. Cool. C'est le leader de la NBA en minutes. C'est très bien de le reposer. On repose Vucevic. Très bien. On repose Caruso. Très bien, il est blessé. Enfin, en tout cas, il joue avec des petits soucis physiques à droite à gauche. Drummond n'est pas là. Ayo n'est pas là. Et il était déjà absent du match contre les Pistons. Très bien. Mais Kobe White et Torrey Craig, pourquoi ils jouent?
Alors je sais qu'on ne peut pas reposer tout le monde, mais Kobe White et Torrey Craig, c'est des mecs qui, comme Caruso, jouent avec des blessures depuis longtemps. Kobe, il est revenu de son souci à la hanche, mais tu vois bien qu'il se traîne, qu'il a du mal. On en a parlé dans la dernière vidéo sur ses dribbles, etc. Sur son shoot. Le problème qu'il a à la hanche, ça le gêne énormément. Et Torrey Craig, pareil, depuis qu'il s'est blessé à la coupure All-Star au genou, euh, les Bulls le disent, il joue, mais il n'est pas à 100%. Son genou a besoin de repos, etc. Pourquoi les faire jouer? Et surtout, pourquoi les faire jouer si encore tu les fais jouer, parce que bon, bah, si tu as déjà DeRozan, Vooch, Caruso, Drummond, Ayo qui sont pas là, plus Phillips, etc., il y a beaucoup d'absents. Tu vas pas donner 48 minutes à Sanogo, B-Team, etc. Ok. Mais à ce moment-là, si tu fais jouer Kobe et Torrey Craig, sachant qu'ils ont des blessures, fais-les pas jouer dans la deuxième mi-temps. C'est un match qui a pas d'enjeu. Tu t'en fous de le gagner ou de le perdre. Tu vas pas perdre de rythme ou quoi. Le seul risque que tu prends, c'est d'augmenter une blessure. S'ils jouent la première mi-temps, qui joue 15-20 minutes grand max, bon, et après tu les fais pas jouer en deuxième mi-temps, ok, pourquoi pas. Mais là, ils ont joué jusque dans le quatrième quart-temps. Kobe White, il était sur le parquet dans le quatrième quart-temps d'un match sans le moindre putain d'enjeu. C'est pas... Enfin, franchement, moi je comprends pas. Je ne comprends pas. Moi je veux bien que Donovan ne fasse pas confiance à des mecs comme B-Team, à Henry Drell, à Sanogo, sur de longues séquences qui ne veut pas leur donner énormément de minutes. Mais enfin, c'est sur ces matchs-là qu'il y a l'opportunité de leur donner des minutes. Il n'y a aucun enjeu, que tu perdes ou que tu gagnes, on s'en fout complètement. Donne des minutes aux jeunes et vois ce qu'ils produisent. S'ils ne les ont pas là, sur ces matchs-là, sans enjeu, jamais ils auront de minutes. Et la preuve que Billy ne fait pas confiance à Sanogo, Vucevic pas là, Drummond pas là, c'est Javonte Green qui débute en tant que pivot titulaire. Sans déconner. Mais, il faut donner du crédit à Adama Sanogo parce qu'il a signé un match absolument fabuleux, historique. 22 points, à 8 sur 18, 6 sur 9 au lancer, dont plusieurs en fin de match parce que les Wizards faisaient des fautes exprès pour envoyer Sanogo au lancer en espérant qu'il allait en louper. Il en a loupé quelques-uns, mais il en a plus mis qu'il en a loupé. Donc 6 sur 9 au lancer. Donc 22 points, 20 rebonds, dont 10 offensifs. Alors pour vous situer un peu le truc, c'est le premier joueur à faire 20 points, au moins 20 points, au moins 20 rebonds en sortie de banc en NBA depuis plus de 3 ans. C'est le deuxième rookie cette saison à réaliser un match à au moins 20 points, 20 rebonds, derrière évidemment Victor Wembanyama. C'est le deuxième rookie de l'histoire des Bulls, dans l'histoire des Bulls, à faire un match à 20 points, 20 rebonds, depuis derrière Charles Oakley, qui, dans un match face aux Bucks en 86, avait signé la ligne de stats suivante. 35 points, 26 rebonds, dont 18 offensifs, 7 passes décisives, 3 interceptions. On avait perdu ce match, mais bref. Et les 8 rebonds offensifs qu'il a pris dans le troisième quart-temps, Sanogo, sur ce match-là, ça constitue un record de franchise, du plus gros nombre de rebonds offensifs sur un quart-temps pour un joueur. Alors évidemment, c'est un match sans enjeu de fin de saison contre une équipe, il manque les 3 quarts, c'est des mecs qui ont signé des contrats de 10 jours, des joueurs de G-League, etc. Donc on va pas non plus commencer à dire, voilà, Sanogo, il aurait mérité de jouer plus, il devrait être un spot garanti dans le roster principal, etc. On va pas partir sur ça, pas dire, voilà, tout ça, pas tirer des conclusions hâtives, etc. Il aurait dû faire ci, il aurait dû... nanana. Simplement, il a eu sa chance, et il l'a saisi, et il a montré ses qualités, et c'est très très bien. Ça montre que si éventuellement on a besoin de lui plus tard dans la saison, parce que si Drummond ne revient pas à temps pour le play-in par exemple, et qu'on doit mettre Sanogo, on sait qu'il est capable de produire quelque chose. C'est très bien pour lui, pour sa confiance, et pour l'équipe, parce que on peut le mettre sur le parquet et il va faire quelque chose, il va prendre des rebonds, il est capable de faire ça, il va mettre des points près du cercle, il a mis quelques petits hooks main gauche, main droite, il a mis des lancers, voilà. C'est tout bénef pour lui. Voilà, maintenant, c'est pas la question de dire faut lui signer un contrat garanti, il aurait dû jouer plus, etc. C'est juste de dire que voilà, il a eu une opportunité, il l'a saisi, il a montré qu'il était capable de faire quelque chose quand il y avait des minutes. Et voilà, si jamais on a besoin de lui par la suite, voilà, c'est tout bénef. Donc ça a été la vedette de ce match-là, Sanogo.
Mais il n'est pas le seul. Il y a eu d'autres jeunes qui se sont bien bien mis en évidence sur ce match-là, et notamment Dalen Terry, qui a été incroyable sur ce match-là. Il est toujours aussi imprévisible à 3 points. Tu sais jamais au moment où il va shooter si ça va faire ficelle ou si ça va faire airball. Mais par contre, il a démontré d'excellentes choses en termes de vision du jeu. Il a donné des super passes, que ce soit en transition, sur jeu placé. Je crois qu'il termine avec 8 passes décisives. J'ai pas la fiche de stats devant les yeux. Mais enfin bref, il a été très très bon sur ce match-là. Il a mis quelques dunks aussi, mais d'une violence dingue. Des finitions au cercle et des dunks, voilà, mais vraiment excellents, qui ont bien bien fait réagir tout le banc. Il y a un dunk en fin de match où Kobe White part en vrille totalement. Henry Drell aussi, il se prend la tête à deux mains alors qu'il est sur le parquet. Henry Drell aussi a fait un très très bon match. D'ailleurs, il a mis un gros 3 points dans les dernières minutes, un 3 points important, puisqu'on a gagné ce match. On va quand même parler du score et du résultat. On a gagné 129-127, un match qui a été serré jusqu'au bout. Un match qui a duré beaucoup trop longtemps, parce qu'il y avait beaucoup trop de lancers francs dans les dernières minutes. Mais bref, on l'a gagné de 2 points. Javon Carter a été excellent aussi, 20 points, 12 passes décisives, un record en saison pour lui, 4 sur 8 à 3 points. Javonte Green, Torrey Craig ont fait le taf aussi. Enfin bref, il y a eu beaucoup de très très bonnes choses. Il n'y a que B-Team qui a été assez décevant avec très peu d'adresse, pas beaucoup de minutes, une défense pas franchement terrible. Andrew Funk aussi qui est rentré en two-way mais qui a pas montré grand chose non plus et qui a joué que 7-8 minutes. Donc bref, on va pas décortiquer ce match sur le plan tactique parce que voilà, pas franchement appris grand chose sur ce match-là. C'est surtout le fait d'avoir vu d'autres joueurs avec plus de responsabilités, plus de minutes et voir ce qu'ils sont capables de faire, quoi. Donc Sanogo, Terry, tout ça, ils se sont montrés, c'était excellent. Henry Drell aussi a montré de bonnes choses. Donc voilà, c'était surtout voir des trucs un petit peu différents et voir comment les jeunes avec du temps de jeu et des responsabilités étaient capables de répondre, quoi. Donc c'était un match qui n'avait pas d'enjeu, mais c'était mine de rien fun à voir et contrairement à pas mal de derniers matchs qu'on a vus, voilà, c'était plutôt agréable parce qu'il y avait un peu de nouveauté, euh, un petit peu des trucs sur lesquels on pouvait être curieux et donc voilà, c'était intéressant pour ça. Donc du coup, on est désormais en 39 victoires, 42 défaites. On est toujours en lice pour égaler notre record de l'an dernier, 40 victoires, 42 défaites. Hashtag continuité. Euh, Et parlant de continuité, il y a une stat sur laquelle il faut revenir parce que j'ai vu ça et j'en ai parlé sur Twitter hier après-midi. C'est les 3 points. Parce que les Bulls, en 81 matchs cette saison, ont inscrit 933 paniers à 3 points. Ce qui est un record de franchise. On n'avait jamais atteint ce chiffre-là sur une saison avant. Mais c'est le troisième pire total de l'NBA cette saison. Donc on bat notre record, mais c'est nul à chier par rapport aux autres équipes de la ligue. Voilà, donc toutes les autres équipes, elles shootent à 3 points dans tous les sens. Tout le monde s'est adapté à ça parce que maintenant c'est comme ça, c'est la norme, tout le monde fait ça. Et nous on continue de jouer comme dans les années 90, tu vois, on prend des mid-range, on prend les shoots qui, dans les analytics, sont les shoots les moins euh, prolifiques, etc. On continue de jouer comme il y a 30 ans en arrière, avec des joueurs comme DeRozan qui est un spécialiste pour ça, avec un pace absolument ridicule. On est l'avant-dernier de la NBA au pace. Et voilà, donc tout le monde shoot à 3 points et nous, on est une des pires équipes de la ligue dans ce secteur, encore et toujours, en termes de volume, parce qu'on est 26e équipe de la ligue en termes de 3 points pris par match, on en prend 32,1, ce qui est une progression par rapport à l'an dernier, mais comme tout le monde continue de progresser de manière plus conséquente que nous, nous, on fait des progressions, mais comme ça, tu vois, des toutes petites progressions, pendant que les autres équipes, elles progressent comme ça, tu vois, donc forcément, voilà, on va pas rattraper grand monde comme ça. Et donc, en termes de volume, voilà, on est 26e. Et en termes de pourcentage, on est 20e avec 35,9% à 3 points. Ce qui n'est pas dégueulasse, mais on est 20e, quoi. Donc, il y a quand même 19 équipes qui ont des pourcentages bien supérieurs aux nôtres, quoi. Euh, donc, voilà, ça reste compliqué parce que on, on- on continue de jouer d'une manière différente des autres équipes de la ligue, en fait. Et donc c'est pour ça qu'on est toujours en retard, qu'on est 9e qu'on a été 9e quasiment à la moitié de l'année et que on n'a jamais été en bilan positif cette saison. C'est pas la raison, c'est une explication,
qui fait que, voilà, c'est pour ça qu'on galère autant aussi. Il y a aussi défensivement, il y a plein d'autres trucs. Mais le fait d'être une aussi mauvaise équipe à 3 points, bah, ça ne permet pas de rattraper le retard qu'on a sur les autres, quoi. Donc voilà, ça fait 17 mois maintenant, 17 mois, depuis novembre 2022, qu'on n'a pas eu un bilan positif. Voilà. Mais on est compétitif. On est compétitif. On est compétitif. Alors, on avait pourtant vu du mieux en décembre, janvier, à 3 points, il y avait eu beaucoup d'améliorations avec des joueurs comme Caruso, etc. Kobe White, on parlait du travail de Peter Patton qui était arrivé à l'intersaison, qui avait bien fait progresser les joueurs sur leur mécanique, etc. Euh, Ayo aussi, mais voilà, il y a eu aussi beaucoup de blessures successives, et notamment chez des bons shooters à 3 points, comme Zach LaVine, qui n'était pas motivé à la base, qui ensuite s'est blessé. Patrick Williams aussi, même si c'était pas sur des gros volumes, c'est un bon shooter à 3 points. Kobe s'est blessé aussi, Torrey Craig s'est blessé aussi, donc c'est tous des joueurs capables de mettre pas mal de 3 points, avec des bons volumes, mais qui bah, soit ont eu leur saison terminée, soit ils ont eu des blessures, puis quand ils sont revenus, ils n'étaient pas à 100%. Vooch a fait une saison dégueulasse à 3 points. Donc voilà, avec tout ça, on est très vite, un peu trop facilement retombé dans nos travers et dans nos systèmes de jeu qui se limitent à donner la balle à Demar et puis c'est lui qui gère, quoi. Il est à l'aise à la création, on l'a vu faire plein de matchs à 7, 8, 9, 10, 11 passes décisives. Il est capable d'impliquer les autres, etc., d'aller chercher ses points, tout ça. Demar a fait une super saison, il n'y a pas à dire sur ça, mais ça n'apporte aucune évolution dans la manière dont on veut jouer, alors que c'est ce qu'on recherchait en début de saison. Quand tu regardes les interviews en début de saison, Donovan, Arturas Karnišovas disait voilà, on veut jouer différemment, on veut jouer plus vite, on veut prendre plus de 3 points, on veut faire ci, on veut faire ça, et puis au final, la progression, elle est toute petite, quoi. Elle est rikiki à ce niveau-là. Donc voilà, c'est compliqué. Mais bref. Les Knicks à 19h aujourd'hui, dernier match de saison régulière. Toutes les équipes jouent aujourd'hui, pas en même temps, mais euh, toutes les équipes jouent, les 30 équipes, donc il y a 15 matchs. Et la plupart des matchs ont une incidence sur le classement. Nous, Balek. Nous, on est 9e, on ne bougera pas. On a déjà fait tourner contre Washington. On va faire tourner là contre les Knicks, peut-être de manière différente. Les Knicks, eux, ont quand même encore un certain enjeu au niveau du classement, donc eux vont probablement jouer à fond. Et puis de toute façon, ces Tibbs, il n'aurait pas fait tourner quoi qu'il arrive, hein, même si c'était mort. Donc voilà, on va voir nous qui on va mettre au repos. J'espère que cette fois-ci, si Demar et Vooch reviennent, on va mettre Kobe et Torrey Craig au repos, parce qu'encore une fois, c'est des mecs qui sont blessés, qui jouent avec des soucis physiques. Donc si on peut les faire souffler un peu, c'est quand même pas dégueulasse. Donc voilà, si on peut, voilà, Kobe et Craig contre Vooch et Demar. Ayo semble être capable de revenir sur ce match-là. Il a loupé Détroit et Washington. Il a l'air d'être proche d'un retour, même si je pense que ce serait quand même mieux de le garder frais pour le play-in contre Atlanta, sachant qu'il adore avoir Trae Young dans sa poche dès qu'il joue contre les Hawks. Donc Trae Young est revenu. Et les Hawks ont encore perdu contre Minnesota. Donc là, ils en sont à 5 défaites de suite. Mais Trae Young est revenu. Il devrait être là pour le play-in. Donc Ayo, il est en train de se frotter les mains. Là. Il se dit, t'inquiète pas que mercredi, ça va être bien. Drummond devrait être out aussi sur ce match de ce soir contre les Knicks. De toute façon, voilà. Ce qu'il faut maintenant, c'est préparer le play-in. Donc Drummond, Ayo, j'espère qu'ils joueront pas. Caruso, si on peut encore le reposer, c'est bien aussi. Craig et Kobe. Et puis après, si on fait revenir Demar et Vooch et qu'ils jouent qu'une mi-temps, et derrière tu fais jouer Sanogo, B-Team sur la fin de match, ça devrait quand même se faire comme ça. Parce que ce match-là contre les Knicks, qu'on le gagne ou pas, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, mais alors d'une puissance phénoménale. C'est absolument pas l'intérêt de ce match-là. L'intérêt, c'est de reposer nos principaux joueurs et donner des minutes à nos jeunes pour voir ce qu'ils sont capables de fournir. Si jamais on peut en avoir besoin pour le play-in, notamment Sanogo si Drummond ne revient pas. Bref, on devrait se retrouver. Je pense que je vais essayer de faire une vidéo mardi pour justement faire une sorte de preview de ce match de play-in face aux Hawks et voir ce qui s'est passé face aux Knicks, même si encore une fois c'est un match sans enjeu et sans vraiment d'importance. Après là, toute la semaine qui arrive, je vais être en France en vacances, donc je ne sais pas vraiment comment je vais m'organiser, à quel moment je vais voir les matchs, est-ce que je les verrai en direct, ça va être compliqué. Donc en termes de vidéo, je pense qu'on se retrouvera
Donc là, mardi, pour parler du play-in. Ensuite, je pense qu'il faudra attendre la semaine suivante. Mais bon, de toute façon, on sera sur Twitter, il y aura les articles, les récaps, etc. Et puis voilà, et puis donc on va vivre cette saison qui, on va voir, devrait se conclure dans les prochains jours, à moins d'un miracle, hein, parce qu'on ne sait jamais, parce que mine de rien, si on bat Atlanta, et je pense qu'on est capable de battre Atlanta, euh, si derrière on doit aller à Indiana par exemple, on a gagné 2 fois déjà à Indiana cette saison, pourquoi pas? Pourquoi pas? Orlando, ce serait un peu plus chiant. Joel Embiid, je crois qu'il s'est reblessé. Donc Philadelphie, si on va là-bas, il y a peut-être une chance aussi. On va voir. On va voir comment ça va se dérouler. Ce qui est sûr, c'est que mercredi soir, play-in, Atlanta, au United Center, faut les cogner. Faut les cogner et j'ai grande confiance dans le fait qu'on va les cogner, sachant qu'ils ont des joueurs déjà d'ores et déjà blessés comme Jalen Johnson et Okongwu aussi. Donc même s'ils récupèrent Trae Young, Ayo va en faire son affaire. Donc j'ai pas trop de crainte à ce niveau-là. Donc on se retrouve très bientôt pour parler de tout ça. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, Bulls.